Claire, le bandeau et la dignité retrouvés. L'Opéra de Paris, ce soir-là, baignait dans une solennité palpable. Les lustres scintillaient au-dessus des sièges de velours rouge, et les murs chargés d'histoire semblaient retenir leur souffle. La salle Pleyel, temple des virtuoses, accueillait le très attendu concours national des jeunes interprètes. C'était un événement de prestige, réservé à une élite musicale. Chaque année, des élèves triés sur le volet, issus des conservatoires privés, des académies internationales et des familles fortunées, venaient y disputer une bourse exceptionnelle pour étudier en Europe. Les rangs étaient occupés par des familles tirées à 4 épingles, les mères parées de colliers étincelants, les pères en smoking, les téléphones dernier cri prêts à immortaliser chaque note. Les concurrents se concentraient dans leur loge privée, les doigts courant nerveusement sur des claviers invisibles, échangeant des regards mêlés de rivalité et d'anxiété. Puis, à quelques minutes du début, les grandes portes du théâtre s'ouvrirent. Une jeune fille entra seule. Elle ne portait ni robe de soirée, ni tenue sophistiquée. Juste un t-shirt blanc, un jean un peu délavé, des baskets usées, et un sac à dos fatigué. Son allure contrastait violemment avec l'opulence ambiante. « C'est qui, elle » murmura une jurée, ajustant ses lunettes. Elle s'est sûrement trompée d'événement, plaisanta un candidat vêtu d'un costume bleu nuit, nœud papillon rouge bien noué. Mais la jeune fille, sans prêter attention au chuchotement, marcha d'un pas calme et sûr. Ses cheveux étaient noués en une tresse lâche, son visage paisible, ses yeux d'un brun profond fixaient le tableau d'affichage où elle chercha son numéro. Elle s'installa ensuite dans la zone d'attente, près de la scène, sans jeter un regard autour d'elle. Personne ne lui a dit qu'il fallait être habillé correctement, lança une autre voix moqueuse. Elle croit vraiment qu'elle va jouer ici ? Elle doit venir d'un collège public de banlieue. Les ricanements s'intensifiaient, mais Claire, car tel était son prénom, resta de marbre. Elle sortit de son sac une partition soigneusement pliée entre des cahiers d'école. Personne ne l'approcha. Personne ne la salua. Pour eux, elle était une fausse note dans une symphonie parfaitement orchestrée. Depuis la loge du jury, le directeur de l'événement, M. Mauricio Santamaria, fronça les sourcils en consultant la liste des candidats. Intrigué, il se leva, traversa la salle et s'arrêta devant la jeune fille. « Mademoiselle, êtes-vous certaine d'être au bon endroit ? Ce concours exige un certain niveau de présentation. » Claire leva les yeux. Non pas avec crainte ou honte, mais avec une tranquillité désarmante. « Oui, monsieur. Je suis bien inscrite. Claire Torres. » Il vérifia de nouveau. C'était exact. Numéro 17, juste avant l'entracte. Très bien. Marmonna-t-il, visiblement contrarié, en retournant s'asseoir. Les candidats se succédèrent. Certains firent forte impression, surtout ceux dont les noms évoquaient des lignées musicales prestigieuses. Les parents applaudirent à tout rompre, les téléphones capturant chaque moment. L'atmosphère était à la fois féroce et élitiste. Puis, on annonça le numéro 17. Quelques spectateurs se redressèrent, d'autres pensaient déjà à l'entracte. Mais lorsque la fille en t-shirt blanc se leva et marcha vers le piano, tous les regards se tournèrent vers elle. Le technicien lumière hésita à allumer le projecteur. Dans la loge du jury, des murmures s'élevèrent. Claire s'assit devant le piano, ajusta le banc, puis sortit de sa poche un bandeau blanc. Un frisson parcourut la salle. Elle va se bander les yeux, glissa une voix. C'est une plaisanterie. Mais Claire ne dit rien. Elle attacha doucement le bandeau autour de sa tête. Ce geste, presque sacré, fut exécuté avec une lenteur solennelle. Puis elle posa ses mains sur le clavier et prit une profonde inspiration. Le premier accord s'éleva, timide, suspendu dans l'air comme un souffle fragile. Un la mineur, si doux qu'il semblait s'excuser d'exister. Mais cette seule note suffit. Le silence s'abattit sur le théâtre comme une neige soudaine. Les rires, les jugements, les distractions furent balayés. Claire ne lisait pas de partition. Elle ne voyait même pas le clavier. Elle n'en avait pas besoin. Ses doigts glissaient avec une délicatesse instinctive. Ce n'était pas une performance. C'était une prière. Une offrande. Chaque note semblait parler, pleurer, aimer. Dans la loge du jury, tous cessèrent d'écrire. Le directeur Santamaria rapprocha ses lunettes, incrédule. Les notes montaient, redescendaient, se mêlaient comme une confession murmurée. Ce n'était pas une œuvre connue. C'était une composition intime. Un cri du cœur mis en musique. Et alors,
dans le public, une femme commença à pleurer. Elle tenta de dissimuler ses larmes avec un mouchoir en dentelle. Puis un jeune homme, sans doute un autre candidat, se mordit les lèvres pour contenir son émotion. Peu à peu, la salle entière fut bouleversée. Certains fermaient les yeux pour mieux écouter. D'autres posaient une main sur leur poitrine. Dans la régie technique, l'un des techniciens souffla à voix basse. « C'est qui, cette fille ?» Le directeur Santa Maria, d'ordinaire si rigide, sentit quelque chose en lui vaciller. Ce n'était pas de la virtuosité. C'était plus que ça. Plus vrai. Plus humain. Dans les coulisses, les concurrents observaient, bouche bée. Ceux qui s'étaient moqués d'elle ne savaient plus où regarder. Le garçon en costume bleu baissa les yeux, honteux. La mélodie s'intensifia, gagnant en émotion, en complexité. Puis arriva le sommet, un passage frénétique, lumineux, presque céleste. Les doigts de Claire semblaient voler, et le public retint son souffle. Quand la dernière note résonna, grave et prolongée, un silence sacré enveloppa la salle. Ce silence parla plus fort que n'importe quel applaudissement. Puis, lentement, une femme se leva et applaudit. Une autre la suivit. Puis une autre. Et soudain, toute la salle se dressa dans une ovation qui n'avait plus rien à voir avec un concours. Claire, encore les yeux bandés, resta assise un moment. Puis, calmement, elle ôta le bandeau, fit une brève révérence et s'apprêta à quitter la scène. Mais le directeur Santa Maria s'était levé. Il marcha lentement vers elle, comme on s'approche d'une révélation. Arrivé devant la jeune fille, il la regarda longuement. « Pourquoi ce bandeau ?» demanda-t-il finalement. Claire soutint son regard. Sa voix fut douce, mais ferme. « Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent ni voir, ni bouger, ni parler, mais qui ressentent la musique. Ce soir, je jouais pour eux. » Un nouveau silence, chargé de sens, se posa sur le théâtre. Beaucoup comprirent qu'ils n'avaient pas simplement assisté à un récital. Ils avaient été témoins d'un manifeste. D'un geste de résistance. D'un hommage aux invisibles. Claire Torres n'était plus cette fille au t-shirt blanc. Elle était l'âme qui avait fait parler le silence. L'artiste qui, en jouant les yeux bandés, avait ouvert ceux des autres. Quand elle quitta la scène, les applaudissements retentissaient encore. Mais elle n'y prêtait pas attention. Son cœur battait fort. Une assistante s'approcha. « Mademoiselle Claire ? Le jury aimerait vous parler. » Dans une petite salle, les membres du jury l'attendaient. Le directeur Santa Maria prit la parole. « Claire, je vous dois des excuses. J'ai jugé trop vite. Beaucoup ici l'ont fait. » Elle hocha doucement la tête. « Ce que vous avez fait ce soir dépasse la musique, » ajouta une femme aux cheveux argentés. Un autre juge, célèbre pianiste, s'avança. « Cette pièce, c'est vous qui l'avez écrite. » « Oui, » répondit-elle, timidement. « Je l'ai composée pour ma petite sœur. Elle est aveugle de naissance. Elle m'a toujours dit que quand je joue les yeux ouverts, je le fais pour moi. Mais que si un jour je pouvais jouer les yeux fermés, ce serait aussi pour elle. » Un silence épais emplit la pièce. Et dans ce silence, une vérité éclata, Claire n'avait pas seulement conquis une scène. Elle avait réconcilié la musique avec son essence la plus pure, l'émotion. L'humanité. L'amour. Claire, la fille au t-shirt blanc, devint en une nuit bien plus qu'une simple interprète. Elle était désormais compositrice, messagère, sœur, et surtout, un souffle nouveau pour un monde souvent sourd à l'essentiel. Dans la grande salle du théâtre Bella Vista, alors que le jury se rassemblait pour délibérer, un silence tendu régnait. Puis, Santa Maria, président du jury, se leva lentement. Il avait le regard chargé d'émotion, comme s'il venait de traverser un orage intérieur. « Ce soir, nous allons faire quelque chose que nous ne faisons jamais, » déclara-t-il d'une voix grave. « Nous allons modifier l'ordre des prix. Car ce soir, la première place porte un nom. » Claire écarquilla les yeux, stupéfaite. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle n'avait même pas osé rêver d'un tel honneur. Mais avant qu'elle puisse prononcer le moindre mot, le directeur leva une main pour ajouter. « Et ce n'est pas tout. À partir de ce soir, vous n'êtes pas seulement la lauréate de ce concours. La Fondation Harmonia souhaite vous offrir une bourse complète. Une formation musicale avancée, des concerts à l'international, un mentorat professionnel. Mais comprenez bien, ce n'est pas de la compassion, Claire.
C'est parce que le monde a besoin d'entendre ce que vous avez à dire à travers votre musique. Elle tenta de parler, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Le cœur battant, elle serra contre elle le dossier que le jury venait de lui remettre. Elle ferma les yeux, un instant, et hocha simplement la tête. Car en cet instant précis, elle comprit qu'un tournant irréversible venait de s'opérer. Dans la salle, les autres candidats échangeaient des regards chargés d'interrogation, de gêne, ou d'admiration. Certains murmuraient, visiblement bouleversés. Elle jouait sans partition, tu as vu, dit l'un. Et avec un bandeau, je croyais à une mise en scène. J'ai ri, je l'avoue. Et maintenant, je me sens idiot, avoua un autre. Parmi eux, un jeune homme en costume bleu marine restait silencieux. Fils d'un célèbre musicien, il avait grandi entre deux clavecins et collectionné les premiers prix. Ce soir encore, il était le favori, jusqu'à ce que Claire entre. Et pour la première fois de sa vie, il ressentit la morsure amère de la défaite. Mais plus encore que la défaite, c'était la conscience douloureuse de l'avoir jugé trop vite qui le rongeait. Lorsque le rideau tomba et que les spectateurs commencèrent à quitter le théâtre, plusieurs parents tentèrent de retrouver Claire pour la féliciter. D'autres se contentaient de l'observer à distance, n'osant interrompre sa marche. Une journaliste s'approcha, micro à la main. « Que ressentiez-vous en jouant ce morceau ?» Claire réfléchit un instant, puis répondit simplement. « C'était, comme parler à ma sœur, à travers le piano. Rien de plus. » La journaliste eut un sourire tremblant. Claire, elle, sortit dans la rue, le même t-shirt blanc sur le dos, son sac à l'épaule, et les yeux écarquillés par ce qui venait de se produire. Dehors, la ville poursuivait son rythme indifférent. Mais pour ceux qui avaient été témoins de la scène, quelque chose avait changé à jamais. Le lendemain, le nom de Claire Torres se propagea bien au-delà des murs du théâtre. Un étudiant, simple spectateur, avait filmé sa performance avec son téléphone. Il posta la vidéo sans montage, sans musique ajoutée, sans effet. Juste Claire, s'attachant un bandeau sur les yeux, et jouant jusqu'au dernier accord qui fit pleurer la salle. Il accompagna la publication de quelques mots sobres mais puissants. Ils se sont moqués de ses vêtements, jusqu'à ce qu'elle ferme les yeux et fasse pleurer un piano. La réaction fut immédiate. En moins d'une heure, la vidéo fut reprise par des pages dédiées à la musique classique, des conservatoires, des groupes artistiques à travers le monde hispanophone. L'impact fut foudroyant. Des influenceurs, des professeurs, des musiciens professionnels voulaient tous savoir, qui est cette fille au t-shirt blanc ? En 24 heures, la vidéo dépassa 2 millions de vues. Sous-titrée en plusieurs langues, elle devint un symbole mondial d'inspiration. Les commentaires affluaient. Je ne la connaissais pas, mais je ne l'oublierai jamais. Ce n'est pas un morceau. C'est une âme qui parle. Comment quelqu'un avec si peu peut-il transmettre autant ? Claire, pourtant, n'avait aucun réseau public. Pas de chaîne YouTube. Pas de profil artistique. Juste un compte privé où elle partageait parfois de courts extraits joués pour sa sœur, Lucia. Mais à présent, le monde entier voulait l'écouter. Dans leur petite maison de banlieue, Claire se réveilla au son incessant des notifications. Appel manqué, message d'inconnu, invitation. Sa mère, stupéfaite, parcourait une boîte mail saturée. « Ma fille, ce n'est pas normal. Que as-tu fait hier soir ?» Claire, encore ensommeillée, répondit doucement. « J'ai juste joué. » Lucia, sa petite sœur, apparut dans le couloir avec un immense sourire. « Tu l'as fait, les yeux bandés ?» demanda-t-elle avec émotion. Claire hocha la tête. « Oui. C'était pour toi. » Lucia, malvoyante de naissance, était depuis toujours la plus fine oreille de la famille, la muse de Claire. Petite, elle disait souvent que la musique pouvait se voir avec l'âme. Et que sa sœur, elle, savait la peindre dans l'air. « Et, ça t'a fait quoi ?» demanda-t-elle en prenant sa main. Claire sourit doucement. « Comme si tu étais là, à écouter avec moi. » Pendant ce temps, en ligne, le phénomène ne faiblissait pas. Les médias menaient l'enquête. Ils découvrirent que Claire n'avait jamais suivi d'école de musique privée, qu'elle était autodidacte, élève dans un lycée public, travaillant à mi-temps pour s'offrir un clavier usagé. Cette révélation fit exploser l'engouement. L'histoire de Claire n'était plus seulement celle d'un talent éclatant, mais celle d'une résilience invisible. D'un combat quotidien pour exister. D'une voix qu'on n'avait jamais voulu entendre. Le théâtre Bella Vista reçut des centaines de courriels.
Santa Maria, d'abord critiquée pour sa réaction initiale, convoqua une conférence de presse. Mais Claire, elle, resta silencieuse. Pas d'interview. Pas de nouvelles vidéos. Pas de recherche de gloire. Jusqu'à ce qu'elle reçoive, 3 jours plus tard, une invitation de la Fondation Harmonia. Non pas pour une performance, mais pour une rencontre privée avec 2 jeunes musiciens de talent venus de tout le pays. Ce vendredi après-midi-là, Claire monta timidement sur la petite scène de la Fondation. Même t-shirt blanc. Pas de maquillage. Sac à dos à l'épaule. Mais cette fois, une étincelle nouvelle dans le regard, la confiance. La salle était comble. Pas seulement des musiciens, mais aussi des familles, des journalistes, des enseignants, des enfants. Elle s'approcha du micro, prit une inspiration profonde, et dit « Jouer les yeux bandés, c'était ma façon de me connecter à quelqu'un qui s'est écouté mieux que tous les jurys du monde, ma sœur. » Elle marqua une pause. Elle ne voit pas, mais elle ressent la musique dans chaque fibre. Elle m'a appris qu'en jouant sans voir, on commence à voir avec le cœur. Un murmure d'émotion parcourut la salle. Je n'ai pas joué pour impressionner. J'ai joué pour honorer ceux qu'on ignore. Ceux qu'on humilie. Ceux qui ont du talent, mais pas de scène. La musique n'est pas une compétition. C'est un pont. Elle releva la tête. Si un jour vous avez l'impression de ne pas appartenir à un lieu, de ne pas porter la bonne tenue, souvenez-vous, il ne faut pas une robe coûteuse pour toucher une âme. Puis elle s'assit au piano. Cette fois, sans bandeau. Et dès que ses doigts caressèrent les premières notes, chacun dans la salle comprit, il ne s'agissait pas d'une promesse, mais d'une révolution silencieuse. Le lundi suivant, Claire retourna au lycée. Elle portait encore son t-shirt blanc. Mais plus rien, autour d'elle, n'était comme avant. Dans le couloir principal de son école publique, les habituelles affiches colorées en carton avaient laissé place à une immense bannière blanche aux lettres dorées, « Félicitations Claire Torres, fierté de notre établissement ». Les professeurs l'accueillaient avec émotion, certains la serrant dans leurs bras, d'autres incapables de retenir leurs larmes. Des élèves, admiratifs, se pressaient autour d'elle pour lui demander des selfies, comme si Claire était soudain devenue une célébrité. Même des parents, qui ne lui avaient jamais adressé la parole auparavant, l'attendaient à la sortie de l'école, juste pour la voir passer, comme on guette une étoile filante. Mais au cœur de cette euphorie collective, Claire ressentait un malaise diffus, une gêne qu'elle ne parvenait pas à nommer. Sa vie, autrefois paisible et discrète, s'était muée en un théâtre permanent. Chaque geste, chaque regard, chaque silence même, était désormais scruté, analysé, partagé. Elle ne pouvait plus s'isoler pour lire ses partitions, même durant les récréations. Les interviews qu'elle avait initialement refusées s'accumulaient désormais, et certains médias la présentaient comme une énigme, l'accusant d'esquiver la presse ou de cultiver le mystère pour alimenter le buzz. « Tu devrais profiter de ce moment », lui glissa une professeure avec un sourire encourageant. Ce genre de choses n'arrive pas 2 fois. Ouvre un compte sur les réseaux, accepte les interviews, enregistre un album. Mais Claire baissait les yeux. Je ne veux pas que tout cela devienne du bruit. Chez elle, l'atmosphère avait elle aussi changé. Sa mère, Emilia, semblait dépassée. Le téléphone n'arrêtait plus de sonner. Des maisons de disques, des avocats, des producteurs l'appelaient avec des propositions mirobolantes, la représenter, lui faire signer des contrats, la propulser sur la scène internationale. On nous propose de l'argent, lui dit un soir sa mère, la voix pleine de doute. Ils disent que tu peux devenir la prochaine grande star. Mais il faut que tu décides, Claire. On ne peut pas continuer à dire non. Lucia, assise sur le canapé, écoutait en silence. Elle qui avait été à l'origine de cette aventure musicale, redoutait à présent d'en être devenue le poids. « Je ne veux pas que tu fasses tout ça pour moi. » murmura-t-elle à sa sœur. « Je ne le fais pour personne, » répondit Claire en lui prenant la main avec douceur. « Je veux juste continuer à jouer. Mais pas comme ça. Pas avec des contrats, des attentes, de la pression. » Puis un jour, une invitation bouleversa tout. Elvira Zamora, directrice du Conservatoire national de musique, légende vivante de l'interprétation classique, demanda à rencontrer Claire en personne. Elle la convoqua dans son bureau, un lieu chargé d'histoire, tapissé de portraits en noir et blanc de grands musiciens disparus. Claire, nerveuse, s'assit face à cette femme réputée pour sa rigueur quasi militaire. Mais la voix qui s'éleva fut d'une douceur inattendue. « J'ai regardé ta vidéo plus de 10 fois, confia Zamora.
Pas pour ta technique, même si elle est remarquable pour une autodidacte. Mais pour quelque chose de bien plus rare, ton honnêteté. Claire resta silencieuse. En 40 ans, j'ai formé des musiciens brillants. Beaucoup ont intégré les plus grands orchestres du monde. Mais très peu ont su faire ce que tu as fait en 5 minutes, toucher le cœur de ceux qui écoutent. Un long silence s'installa. Le problème, Claire, reprit-elle, c'est que le monde ne sait pas quoi faire de ça. Ils voudront te modeler, te vendre, t'exploiter. Si tu ne restes pas vigilante, tu perdras ce qui fait de toi une artiste. Alors que dois-je faire, demanda Claire, la voix tremblante. Te protéger. Choisir à qui tu ouvres la porte. Garder tes silences. Tout ne doit pas être exposé. La musique est faite pour être vécue, pas marchandée. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Claire s'assit devant son vieux clavier, celui qu'elle avait acheté après des mois d'économie. Sans micro, sans caméra, sans public, elle joua. Lucia, allongée dans sa chambre, écoutait depuis l'ombre. Et dans ce moment suspendu, Claire comprit une vérité essentielle, être vue n'était pas la même chose qu'être comprise. Et même si le monde entier la regardait, son véritable défi serait désormais de continuer à jouer, comme si personne ne l'écoutait. 2 semaines passèrent depuis sa prestation à la Fondation Harmonie. L'agitation médiatique commençait à se calmer, mais le nom de Claire Torres résonnait encore, en particulier dans les milieux éducatifs et sociaux. Dans de nombreuses écoles publiques, des enseignants diffusaient la vidéo. Des enfants qui n'avaient jamais entendu un piano en vrai en parlaient avec enthousiasme. Sur les réseaux sociaux, les récits se multipliaient. Certains étaient exacts, d'autres déformés, mais tous s'accordaient sur un point, une fille aux yeux bandés et à l'âme ouverte avait changé la manière dont on écoutait le piano. Claire, de son côté, avait pris une décision. Après de longues conversations avec sa mère, sa sœur, et surtout avec elle-même, elle comprit qu'elle ne pouvait ni fuir, ni se soumettre. Elle ne pouvait pas permettre à d'autres de se servir de son image comme d'un symbole, tant qu'elle-même n'en définissait pas le message. C'est ainsi qu'elle écrivit une lettre. Courte. Honnête. Profonde. Elle la publia sur un compte tout juste créé, avec une seule photo de profil en noir et blanc. Je ne suis pas célèbre. Je ne suis pas un prodige. Je ne viens pas d'une grande ville ni d'une école prestigieuse. Je suis simplement quelqu'un qui aime la musique comme on aime respirer. Si j'ai choisi de jouer les yeux bandés, c'est parce qu'il y a des millions de personnes qui, sans voir, ressentent plus que ceux qui ont toute leur vue. La célébrité ne m'intéresse pas. Je ne veux pas d'une carrière fabriquée. Je veux jouer pour ceux qu'on ignore. Pour ceux qu'on a réduits au silence. Je prépare quelque chose. Je le partagerai bientôt. Mais à ma manière. En moins de 24 heures, la publication dépassa les 100 000 mentions, j'aime. Mais ce qu'elle préparait allait bien au-delà d'un simple concert. C'était une déclaration. Avec l'aide d'une amie de la Fondation, Claire organisa une représentation gratuite et ouverte à tous, au Centre communautaire 1900, dans son propre quartier. Pas de tapis rouge. Pas de logo. Pas de photographe. Mais une chose précieuse, une rangée entière de chaises réservées aux personnes aveugles, à mobilité réduite, ou avec des besoins spécifiques. Je veux qu'ils soient devant, insista Claire. Qu'ils ressentent la musique de près. Qu'il n'ait pas à demander la permission pour être au premier rang. L'événement fut intitulé « Jouer sans voir, écouter sans peur ». La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Certains médias locaux en parlèrent. Des chaînes nationales proposèrent une diffusion en direct. Claire accepta, mais à une condition, aucune publicité. Aucun logo. Juste la musique. Plus de 200 personnes vinrent ce soir-là. Ce n'était pas une grande salle prestigieuse, mais un espace simple, chaleureux, avec une acoustique imparfaite et des plafonds bas. Et pourtant, une atmosphère unique s'en dégageait. Lucia était là, au premier rang, une fleur blanche dans les cheveux. À ses côtés, une fillette en fauteuil roulant, un adolescent avec des écouteurs spéciaux, un vieil homme aveugle, sa canne posée entre ses jambes. Quand Claire monta sur scène, elle portait son éternel t-shirt blanc, son jean usé, et dans sa main, un bandeau soigneusement plié. Elle s'approcha du micro et dit : « Aujourd'hui, je ne vais pas me bander les yeux. Mais chaque note que vous entendrez sera pour celles et ceux qui, un jour, ont dû les fermer pour ne pas voir comment on les excluait. » Silence total. Puis elle s'assit, et commença à jouer. Des pièces inédites,
certaines composées par elle, d'autres inspirées des lettres qu'elle avait reçues du pays entier. Des histoires de douleur, de dépassement, d'abandon, d'espérance. À un moment, elle s'arrêta, sortit un petit carnet et lut. Mon fils est atteint de paralysie cérébrale. Il n'avait jamais assisté à un concert. Hier, il a vu ta vidéo. Il a dit qu'il voulait apprendre le piano. Merci de lui avoir offert un rêve qu'il n'avait jamais osé formuler. Claire ferma le carnet, les larmes aux yeux. Ces mots valent plus que tous les prix. Et elle continua à jouer, dans un silence chargé de sens, chaque note suspendue dans l'air comme une prière. Ce soir-là, il n'y avait ni trophée, ni standing ovation. Mais il y avait quelque chose de plus fort, la musique, enfin rendue à ce qu'elle devait être. Un langage pour les invisibles. Un souffle pour ceux qu'on n'écoute jamais. Ce jour-là, pour la toute première fois, Claire joua sans chercher à impressionner. Elle n'avait rien à vendre, rien à prouver. Elle n'était plus la petite fille qu'on observait avec scepticisme, ni la jeune prodige qu'on voulait cataloguer. Elle était simplement un canal. Une passerelle. Une âme qui traduisait en son ce que les mots ne pouvaient dire. Lorsque la dernière note s'évanouit, il n'y eut pas de tonnerre d'applaudissements. Pas d'ovation éclatante. Juste un silence. Mais un silence dense, habité. Un silence qui vibrait dans l'air comme un souffle suspendu. Un silence qui retenait les larmes et les mots, comme si chaque spectateur avait le cœur trop plein pour parler. Lucia, les yeux humides, fut la première à se lever. Elle marcha lentement jusqu'à la scène, ouvrit les bras, et Claire descendit pour la rejoindre. Elles s'enlacèrent. Lucia murmura dans son cou. « Merci. Aujourd'hui, tu as joué comme si chacun ici était moi. » Claire ferma les yeux et répondit doucement. Il l'était. Une semaine plus tard, Claire marchait de nouveau dans son quartier. Mais cette fois, quelque chose en elle avait changé. Une sensation neuve, presque étrange. Ce n'était ni la gloire ni l'orgueil. C'était plus intime, plus profond. Une légèreté dans la poitrine. Une paix. L'écho du concert continuait de se répandre comme une onde. Des villages voisins demandaient à reproduire l'expérience. Des enseignants écrivaient pour inviter Claire à intervenir dans des écoles rurales. Des parents d'enfants en situation de handicap suppliaient pour qu'elle vienne rencontrer leurs enfants. Mais Claire portait un autre rêve. Un rêve plus ancien. Un rêve né bien avant le théâtre Bella Vista. Il avait pris racine en observant sa sœur Lucia, jour après jour, jouer d'instruments imaginaires dans la cuisine, sur le canapé, jusque dans son lit. Et si Lucia avait eu un endroit où la musique ne connaissait ni règles, ni jugement? Un lieu où chaque son, même bancal, avait sa place. Que se serait-il passé? Un après-midi, alors qu'elle nettoyait son clavier, Claire se tourna vers sa sœur. « Je veux ouvrir une école, dit-elle. » Lucia fronça les sourcils. « Une école? Oui, mais pas comme les autres. Une école sans uniforme. Sans examen. Sans sélection. Une école pour ceux qu'on a rejetés partout ailleurs. Et comment tu vas faire ça? » Claire éclata de rire. « Je ne sais pas encore. Mais j'ai un carnet plein d'idées. Et une envie qui me brûle. » Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, Claire resta éveillée. Elle traça des plans. Elle pensa à des salles ouvertes, à des instruments adaptés, à des noms possibles. Elle imagina des cours sous les arbres, des séances d'écoute dans l'obscurité, des ateliers sans correction où l'on accompagnait, simplement. À la première page de son carnet, elle inscrivit « L'école invisible ». Les débuts furent modestes. Claire utilisa une partie de la bourse obtenue au concours pour louer un vieux local abandonné. Avec l'aide des voisins et d'amis, elle nettoya, peignit, aménagea. Il n'y avait pas de luxe, mais une chaleur palpable. Sur les murs, elle inscrivit elle-même. Ici, peu importe comment tu joues, mais pourquoi tu joues. Tous les sons ont leur place, même le tien. Il n'y a pas d'erreur quand on joue avec le cœur. Lorsqu'elle ouvrit les inscriptions, Claire s'attendait à voir 5 ou 6 curieux. Mais dès la première semaine, plus de 40 familles se présentèrent. Il y avait des enfants autistes, des adolescents avec des troubles du langage, des personnes âgées atteintes de Parkinson, des jeunes qui n'avaient jamais touché un instrument mais ressentaient en eux une pulsation inexprimée. Claire les accueillit un à un, sans poser de questions. Juste un sourire, un vieux clavier, ou un tambour bricolé à la main.
Rapidement, la magie opéra. Un enfant qui ne parlait pas se mit à produire des sons rythmés. Une femme illettrée composa une mélodie en utilisant des couleurs. Un adolescent taciturne écrivit sa toute première chanson. Le quartier appela bientôt l'endroit « la petite école de la fille au piano ». Mais pour ceux qui y entraient, c'était un refuge. Un sanctuaire. Une seconde peau. La rumeur arriva jusqu'au ministère de la Culture. Une délégation se rendit sur place. Émus aux larmes, ils proposèrent à Claire de créer un réseau national de centres musicaux inclusifs, inspiré de son modèle. Elle accepta, mais posa une condition. Je ne veux pas que cela devienne un projet bureaucratique. Il faut jouer. Écouter. Ressentir. Il faut comprendre ce que j'ai senti quand personne ne me regardait, sauf ma sœur. Elle signa l'accord avec les mains tremblantes. Elle savait qu'elle semait quelque chose qui la dépasserait. Un jour, alors qu'elle balayait la cour, Lucia s'approcha et lui dit. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Avant, tu jouais pour moi. Maintenant, tu as permis à tant d'autres de jouer, pour les autres. » Claire la serra dans ses bras. C'était exactement ce qu'elle avait toujours voulu. Non pas être écoutée. Mais que d'autres osent faire entendre leur voix. L'école invisible grandit vite. Trop vite. En moins de 3 mois, le petit local était débordé. Des demandes arrivaient de toute la région, parfois même de pays voisins. Des ONG offraient leur aide. Des universités voulaient envoyer leurs étudiants pour observer la méthode de Claire. Elle accueillait chaque geste avec gratitude. Mais gardait une vigilance farouche. Elle refusait que son rêve devienne une vitrine de charité. Encore moins une façade commerciale. Mais tout le monde ne partageait pas sa vision. Un après-midi, une prestigieuse délégation d'une chaîne internationale d'enseignement artistique frappa à sa porte. Voiture de luxe, costume repassé, portfolio reluisant. Nous voulons apporter l'école invisible à toute l'Amérique latine, annonça le dirigeant. Nous pouvons investir dans l'infrastructure, la communication, la technologie. Il suffit que tu signes cette convention. Claire lut le document attentivement. Les mots étaient habiles, séduisants. Mais quelque chose sonnait faux. Ce n'était pas une musique, c'était une stratégie. Et en échange, que demandez-vous, demanda-t-elle. L'avocat sourit. Les droits d'usage du nom, de l'image, et une supervision du contenu pédagogique. Claire regarda par la fenêtre. Dehors, un enfant trisomique frappait une boîte comme une batterie. Une adolescente autiste l'accompagnait au xylophone. Lucia les regardait, les mains sur le cœur. Claire se tourna de nouveau vers les visiteurs. Non merci. Vous êtes sûr, insista l'un d'eux. Vous pourriez changer des milliers de vies. Et perdre l'âme en chemin, répondit-elle en se levant. Ce que vous voulez, ce n'est pas étendre. C'est contrôler. Et la musique ne peut pas être enfermée dans un contrat. Les critiques ne tardèrent pas. Certains médias insinuèrent qu'elle refusait de coopérer par orgueil. Un célèbre producteur publia un article intitulé « Le talent qui n'a pas voulu grandir ». Claire ne répondit pas. À la place, elle organisa un festival, sur la place du quartier. Elle l'appela « Le bruit que personne n'écoutait ». Il n'y avait pas de scène. Pas de projecteur. Pas de micro. Juste des chaises, des instruments usés, des cœurs ouverts. Des enfants. Des personnes handicapées. Des migrants. Des musiciens de rue. Des anciens professeurs. Et, bien sûr, Lucia au premier rang. Ce soir-là, Claire joua une pièce inédite. Composée en secret. Sonate pour ceux qu'on ne voit pas. Les notes étaient simples. Lentes. Mais chaque son portait le poids de 1000 histoires oubliées. Quand elle eut terminé, il n'y eut pas de cris. Pas de selfies. Juste des applaudissements légers. Et des yeux embués. Le lendemain matin, une femme se présenta à la petite école avec une boîte en carton. Ma fille est à l'hôpital. Elle a vu votre vidéo. Elle a un cancer et ne peut plus bouger. Mais elle a écrit ceci pour vous. Dans la boîte, une feuille pliée. Une phrase, tracée d'une main tremblante. Merci de m'avoir appris que, même si je ne peux pas marcher, je peux encore faire du bruit. Voler à l'intérieur. Voilà ce que Claire ressentait. Une sensation d'être dépossédée de quelque chose d'intime, de précieux,
de fragile et brûlant à la fois. Elle ne dit rien, serra simplement la feuille contre sa poitrine, et dans ce geste silencieux, elle sentit une partie d'elle se briser. Mais en même temps, une autre partie se renforçait. Elle comprenait désormais que, si certains cherchaient à exploiter son histoire pour se faire valoir, d'autres, eux, en avaient véritablement besoin. Pour eux, elle continuerait. Pour eux, elle jouerait encore. C'était inévitable. Après des mois intenses de concerts, d'interviews, de lettres, de cours, de festivals, de décisions, le fil invisible qui la tenait debout commença à s'effilocher. Ce n'était pas une douleur physique, mais quelque chose de plus profond, plus insidieux. Elle se réveillait vidée, mangeait par nécessité, et parfois, restait des heures face au piano sans en toucher une seule note. Le clavier, jadis prolongement vivant de son corps, devenait une surface lointaine, presque hostile. Lucia, sa sœur, s'en aperçut tout de suite. Un après-midi, en lui tendant une tasse de thé, elle lui dit doucement. « Tu n'as pas joué depuis 3 jours. » Claire haussa les épaules. « Je n'en ai pas envie. » « Et ça, c'est mauvais signe, non ?» Claire détourna le regard. « Je ne sais pas. Peut-être que oui. Avant, jouer, c'était ma façon de respirer. Maintenant, j'ai l'impression d'étouffer. » Lucia lui prit la main, doucement. « Tu n'as pas à sauver le monde, Claire. Tu dois juste continuer à être toi. » Mais ce n'était pas si simple. Les élèves continuaient à venir. Les courriels, les sollicitations, les invitations affluaient. On lui demandait de voyager, de jouer, de parler. Les journaux la surnommaient « la voix de ceux qui n'en ont pas ». Les universités voulaient lui attribuer des doctorats honorifiques. Les politiciens citaient son nom dans leurs discours. Et au cœur de cette tourmente, Claire se sentait seule, de plus en plus seule. Un soir, après avoir fermé l'école, elle s'assit dans la salle principale. Elle éteignit les lumières, s'adossa au muret, et pour la première fois depuis longtemps, elle pleura. Pas de rage. Pas de chagrin. Juste l'épuisement. Celui qu'on ressent quand on a été fort trop longtemps. Elle pensa à tout arrêter. Disparaître. Fermer l'école. Pour 1 mois. 1 an. Ou pour toujours. Mais le lendemain, un événement inattendu fit irruption dans son quotidien. Un nouveau petit élève arriva, accompagné de sa mère. Il avait 8 ans, les cheveux en bataille, un regard timide et profond. Il ne parlait pas, n'établissait aucun contact visuel, ne répondait à aucune question. Il est autiste, expliqua la mère. Il n'a jamais touché un instrument. On ne sait même pas s'il aime la musique. Mais il a vu ta vidéo, et la seule chose qu'il a faite, c'est pointer le piano. Claire, muette d'émotion, s'agenouilla pour être à sa hauteur, lui sourit, et lui tendit la main. Il ne la prit pas, mais la regarda un instant. Puis, sans un mot, il marcha droit vers le piano, s'assit, leva la main et appuya sur une seule touche, un mi bémol. Le son fut bref, hésitant, presque maladroit. Mais dans ce mi bémol résonnait quelque chose. Ce n'était pas une mélodie, mais une étincelle. Un écho. Un rappel. Claire s'approcha lentement, s'assit à ses côtés, et joua une autre note. Il répondit. Ainsi commença un dialogue fragile, fait de sons et de silence. 2 âmes qui se reconnaissent sans un mot. Sa mère, les larmes aux yeux, se couvrit la bouche. Et Claire, au fond d'elle-même, sentit une pièce manquante se remettre à sa place. Ce soir-là, dans sa chambre, Claire ouvrit son vieux carnet, celui où elle griffonnait des partitions inachevées, des pensées éparses. Elle y écrivit simplement. La fatigue ne vient pas de donner, mais d'oublier pourquoi on a commencé. Elle referma le carnet, prit le petit clavier sur son bureau, et composa une pièce sans nom, sans structure. Juste quelques accords répétés, comme un souffle. Lucia, depuis la pièce voisine, écouta et sourit. Elle ne dit rien, car quand Claire jouait ainsi, la maison entière semblait respirer différemment. Le lendemain, Claire retourna à l'école. Sans discours grandiloquent. Sans énergie miraculeusement retrouvée. Juste avec la décision d'avancer à son propre rythme, sans laisser le poids du monde écraser sa voix. Sur le tableau à l'entrée, elle écrivit. Aujourd'hui, on n'attend pas la perfection. Seulement la présence. Et ce fut son nouveau départ. 3 mois passèrent. L'école invisible continuait de croître,
sans jamais devenir une franchise ni une marque. Elle restait ce qu'elle avait toujours été, un refuge. Un lieu où la musique n'était pas une médaille, mais un abri. Claire enseignait toujours, mais elle apprenait aussi. À déléguer. À faire confiance. À se reposer. Elle apprit à dire non sans se sentir coupable, et à dire oui sans trembler. Un matin d'automne, elle reçut une lettre à en-tête dorée. Du ministère de l'Éducation et de la Culture. On l'informait qu'elle avait été choisie pour recevoir le prix national de l'impact culturel, remis tous les 5 ans à des personnalités ayant transformé leur communauté par l'art. Elle resta longtemps à contempler la lettre, en silence. Puis elle alla se préparer une tasse de thé. Lucia la trouva là, immobile, les mains autour de la tasse. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Ils veulent me donner un prix, » dit Claire comme si elle parlait de quelqu'un d'autre. « Et pourquoi cela t'inquiète ? » « Parce que je n'ai jamais fait tout ça pour recevoir quoi que ce soit. »« Justement, » répondit Lucia, « c'est pour cela que tu le mérites. » Le jour de la cérémonie, le Théâtre National était plein à craquer. Caméras, présentateurs, dignitaires, musiciens renommés. Les autres lauréats portaient des costumes, lisaient des discours. Quand vint le tour de Claire, un murmure parcourut la salle. Beaucoup la connaissaient, d'autres ne savaient que des bribes. Elle monta sur scène, vêtue d'une robe simple. À la main, non pas un discours, mais son vieux carnet usé. Le présentateur énuméra ses accomplissements, parla de l'école invisible, de son impact. Il lui remit une statuette dorée en forme de clé de sol. Les applaudissements éclatèrent. Mais Claire ne leva pas le trophée. Elle leva le carnet. Aujourd'hui, on me remet ceci. Mais ce qui a changé ma vie, c'est cela. Elle ouvrit le carnet et lut. Ma sœur ne voit pas, mais elle m'a appris à regarder sans les yeux. Elle m'a montré que la musique n'a pas besoin de la vue, ni d'applaudissements, ni de vêtements élégants. Elle a seulement besoin d'un cœur qui écoute. Elle ajouta. Si j'ai bien fait une chose, c'est de ne pas oublier pourquoi j'ai commencé. Un jour, j'ai joué les yeux bandés. Aujourd'hui, je vois plus clair que jamais. Elle baissa les yeux et conclut. Ce prix n'est pas le mien. Il appartient à tous ceux qu'on a un jour ignorés, humiliés, réduits au silence, et qui ont choisi de continuer à raisonner. Le silence dans la salle était total. Puis un applaudissement timide. Un autre. Et bientôt, toute la salle debout. Ce soir-là, Claire rentra chez elle. Épuisée, oui, mais apaisée. Elle posa la statuette sur une étagère, à côté des dessins de ses élèves et d'une photo de Lucia, flûte en plastique à la main. Elle sourit. Maintenant oui, murmura-t-elle. Ça ne me fait plus mal d'être vue. Lucia acquiesça. Elles partagèrent un silence si dense qu'il semblait contenir tout ce qui comptait. Et la vie reprit son cours à l'école invisible. Sans projecteur. Sans foule. Mais quelque chose avait changé. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. Les anciens élèves avaient désormais dans le regard une lumière nouvelle. Une maturité n'est non du savoir, mais du ressenti. Julien, par exemple, ce jeune homme à la jambe paralysée, avait commencé à jouer avec un seul doigt. Aujourd'hui, ses compositions faisaient pleurer ceux qui les entendaient. Un jour, Claire le vit enseigner à un enfant. Ne le corrige pas trop, dit-elle. Laisse-le se tromper. C'est comme ça qu'on apprend. Julien baissa les yeux, gêné. Je veux juste qu'il joue bien. Alors apprends-lui à ressentir. Le reste viendra. Estla, femme de 50 ans, ancienne employée de maison, avait trouvé dans le cajon péruvien un moyen d'exorciser sa colère. Elle dirigeait désormais un groupe de percussions inclusives. Nicolas, atteint du syndrome de Tourette, enseignait la batterie à des enfants hyperactifs. Aucun ne se moquait de lui. Tous l'admiraient. Claire les appelait ses multiplicateurs. Ils prenaient ce qu'ils avaient reçu, et le redonnaient. Pas en copie. En création. Chacun selon sa propre terre. Un jour, dans la petite salle de réunion, elle leur dit. Je ne suis plus la seule professeure ici. Maintenant, nous sommes nombreux. Et c'est ce que j'aime le plus. Elle leur proposa de créer un programme pour former des facilitateurs musicaux, sans diplôme requis. L'unique condition, avoir un cœur qui écoute. Ainsi naquit le Cercle des Maîtres du Silence, un espace où l'on racontait d'abord son histoire avant d'enseigner.
Où l'on écrivait à partir du vécu. Où la première règle était « écouter avant de parler ». Julien donna la première classe. Il dit « Je ne viens pas vous apprendre à jouer. Je viens pour que vous découvriez ce qui résonne en vous et comment le libérer. » Claire, depuis le fond de la salle, sentit monter en elle quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps. Une fierté pure. Sans peur. Sans poids. Car à présent, Claire comprenait qu'autrefois, elle était la mélodie, mais qu'elle devenait désormais une partition offerte aux autres. Ce matin-là était clair, lumineux, de ceux qu'on n'oublie jamais, comme si le ciel lui-même voulait marquer une page nouvelle. Sur la table du petit déjeuner, 2 tasses fumantes de thé, une radio murmurant une douce musique instrumentale, et une lettre ouverte, marquée du sceau prestigieux de l'Académie de musique inclusive de Vienne. Lucia, les mains encore tremblantes, l'avait lu à voix haute la veille au soir, sans pouvoir y croire. « Tu veux vraiment que je parte » demanda-t-elle dans un souffle à peine audible. Claire la regarda droit dans les yeux, sans détour. « Je ne veux pas que tu partes, Lucia, mais je ne veux pas non plus que tu restes simplement parce que tu as peur. » Lucia baissa la tête, murmurant. « Je n'ai pas peur de partir. J'ai peur de ne pas savoir être sans toi. » Un long silence les enveloppa. Puis Claire contourna lentement la table, vint enlacer sa sœur par derrière et posa tendrement son front contre son épaule. « Tu as été la raison pour laquelle j'ai commencé tout cela. Mais maintenant, tu as aussi le droit d'écrire ton histoire. Pas seulement d'être une note dans la mienne. » Lucia pleura sans bruit, le cœur serré et ouvert à la fois. Les préparatifs furent rapides, mais intenses. La bourse incluait tout, le voyage, le logement, les instruments, un mentorat personnalisé. Une opportunité unique, mais aussi la première séparation des 2 sœurs. Les plus jeunes élèves de l'école invisible dessinèrent pour Lucia une note de musique avec des ailes. Julien, quant à lui, composa une mélodie au piano intitulée « Sœurs en miroir et la joie », qu'ils jouèrent ensemble un après-midi, entre 2 valises à boucler. « Tu sais ce qui est le plus étrange ?» confia Lucia en pliant ses vêtements. « Toute ma vie, j'ai rêvé d'écouter le monde. Et maintenant, j'ai du mal à l'imaginer sans toi à mes côtés. » Claire sourit doucement. « Toi aussi, tu vas me manquer. Mais la musique, elle, ne nous quittera jamais. » Le jour du départ, la gare débordait de monde. Lucia tenait sa canne blanche d'une main, et de l'autre, un petit carnet dans lequel Claire avait glissé des extraits de chansons, des mots tendres, des souvenirs précieux. Avant de monter dans le train, elles s'enlacèrent une dernière fois. « Promets-moi une chose, » dit Lucia en retenant ses larmes. « Tout ce que tu veux. Continue à jouer. Même tout doucement. Comme ça, quand je fermerai les yeux, dans un autre pays, je saurai que tu es toujours là. » Claire pleura sans honte. « Et toi, chante. Chante à voix haute. Que le monde sache qui tu es, même s'il ne te voit pas. » Quand le train partit, Claire resta longtemps debout sur le quai. Ni sourire, ni larmes. Juste une respiration lente, profonde, comme si elle tentait de créer de l'espace en elle pour accueillir le vide laissé par l'absence de sa sœur. Ce soir-là, la maison était plus silencieuse que jamais. Mais dans ce silence, Claire entendit quelque chose d'inattendu, sa propre voix intérieure. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus à prendre soin, à enseigner, à soutenir. Elle était seule, avec son histoire, sa musique, sa douleur et sa liberté. Sur le tableau noir de l'école, elle écrivit une simple phrase. Elle est partie, mais sa musique est restée en moi. Les élèves, sans tout comprendre, ressentirent quelque chose. Ce jour-là, ils commencèrent leur cours avec plus de douceur, comme si une présence sacrée avait traversé la pièce. C'était un lundi comme les autres. Le soleil dessinait des traits d'or à travers les vitres, les couloirs sentaient le crayon fraîchement taillé et le café au lait. Claire se préparait à enseigner quand elle aperçut un garçon inconnu, debout près de la porte. Une feuille froissée dans la main. 10 ans à peine. T-shirt délavé, pantalon élimé, basket dépareillée. Des cheveux en bataille. Et surtout, des yeux. 2 puits sombres où dansait quelque chose de dur à nommer. La réceptionniste expliqua qu'il était venu seul. Sa mère travaillait toute la journée. Il avait entendu parler de l'école sur Internet. Et il avait insisté. « Tu as un instrument que tu aimes ?» demanda Claire en s'agenouillant. Pas de réponse. Puis, lentement, le garçon sortit de sa poche un bandeau blanc. Claire se figea. « J'ai vu ta vidéo,
dit-il d'une voix presque inaudible. Je veux jouer, comme ça. Mais je ne sais jouer de rien. Je voudrais juste essayer. Claire prit le bandeau avec une infinie délicatesse. Comme s'il s'agissait d'un talisman. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait déjà tout compris. Cet après-midi-là, Léo s'assit pour la première fois devant le piano. Claire lui montra comment poser les mains, sentir le poids des doigts, ne pas craindre l'erreur. Il écoutait, attentif, comme s'il savait déjà que la musique n'était pas une compétition, mais un chemin. Quand les autres élèves furent partis, Léo resta là, immobile. Puis demanda. « Je peux essayer quelque chose ?» « Bien sûr. » Il noua le bandeau autour de ses yeux et posa les doigts sur le clavier. Il ne connaissait aucune gamme. Aucun accord. Mais il jouait, note après note. Comme on avance à tâtons dans l'obscurité, jusqu'à trouver sa propre lumière. Ce n'était pas parfait, ni même harmonieux. Mais c'était pur. Claire en eut des frissons. Elle reconnaissait ce tremblement-là. Celui du tout début. Les jours passèrent. Léo arrivait tôt, aidait à accorder les instruments, nettoyait les claviers. Il parlait peu. Mais quand il jouait, quelque chose en lui s'ouvrait. Une brèche d'âme. Claire le surprit un jour, seul, les yeux fermés, jouant comme s'il racontait un secret à quelqu'un d'invisible. Alors elle comprit, elle ne lui apprenait pas à jouer. Elle l'aidait à entendre sa propre voix. Les autres élèves finirent par le remarquer. Ce garçon bizarre, il joue comme s'il venait d'ailleurs. Comme toi, au début, Claire. Elle rougit. Peut-être qu'il n'est pas si bizarre. Peut-être que nous avons juste oublié comment on commence. Lors d'une réunion, elle déclara. Je veux que Léo joue au prochain concert de l'école. Léo ? S'étonna Julien. Mais il est là depuis à peine quelques mois. Et moi, je n'avais joué que 5 minutes, cette première fois, répondit Claire. Parfois, 5 minutes suffisent. Le soir du concert, Léo monta sur scène, simplement vêtu, le bandeau à la main. Devant lui, des familles, des anciens élèves, des voisins. Il noua le bandeau, respira profondément et joua. Une pièce brève. Sincère. Fragile. Magnifique. Un silence solennel s'abattit. Puis des larmes. Des étreintes. Pas de tonnerre d'applaudissements. Juste, la certitude d'avoir assisté à une naissance. L'auditorium improvisé n'était ni l'Opéra de Paris, ni la salle Pleyel. C'était une scène en bois, dans la cour d'une école publique. Des chaises en plastique. Des guirlandes suspendues à des câbles. Une bâche bleue, au cas où. Et pourtant, pour Claire, c'était le plus grand théâtre du monde. L'école invisible fêtait ses 5 ans. 5 années depuis qu'une fille en t-shirt blanc et bandeau sur les yeux avait osé. Ce soir-là, pour la première fois, tous les élèves jouaient ensemble. Pas d'uniforme. Certains étaient en fauteuil roulant, d'autres portaient des prothèses auditives ou communiquaient en langue des signes. Mais tous avaient les yeux brillants. Le concert débuta par des pièces simples. Puis vinrent les improvisations. L'erreur faisait partie du concert. Et enfin, la pièce la plus attendue. Claire monta sur scène. Une robe blanche. Son vieux carnet d'un côté. Le bandeau de l'autre. Il y a 5 ans, j'ai joué cette pièce les yeux bandés. Je l'ai jouée pour ma sœur, pour moi, pour tous ceux qui, un jour, se sont sentis hors de place. Ce soir, je la joue encore. Mais pas seule. Et sans bandeau. Autour d'elle, les élèves prirent place avec leurs instruments. Chacun tenait une partition écrite à la main par Claire. C'était sa pièce, orchestrée, agrandie, ouverte. Elle portait désormais les noms de tous. Dès les premières notes, les larmes coulèrent. Les mélodies s'enlaçaient comme des souvenirs. Chaque élève avait son moment. Et au centre, le piano de Claire. Pas le plus fort. Mais le cœur battant de tout le reste. Au point culminant, tous s'arrêtèrent. Claire joua une seule note. Mi mineur. Claire. Éternel. Puis vinrent les applaudissements. En silence. En larmes. En regards. Après le concert, alors qu'on rangeait le matériel, une petite fille s'approcha. « C'est toi, la fille au bandeau ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés.
Claire se pencha et répondit. Oui. Mais je n'en ai plus besoin. La fillette ouvrit sa paume. Un ruban blanc. Moi aussi, je veux apprendre à jouer comme ça. Claire, la gorge serrée, lui caressa les cheveux. Alors viens. Il y a une place pour toi. Ce soir-là, Claire rentra seule chez elle. Elle suspendit le bandeau au mur. Alluma son clavier. Et dans l'obscurité, elle joua. Sans peur. Sans personne à impressionner. Juste elle, sa vérité, et le silence. Mais ce silence-là était plein d'âme.